Amis auditeurs, bonjour. Benjamin Ratichou à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Gauthier Bouchet. Bonjour Gauthier. Bonjour Benjamin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de notre émission que nous avons commencé par l'élection législative française de 1871. Le concept de notre émission étant élection marquante, où nous essayons de discuter et d'éclaircir un peu des scrutins que nous jugeons importants dans l'histoire à la fois française, ça a été le cas de la première émission, mais également mondiale. Ce sera le cas de la deuxième, puisque nous nous intéressons aujourd'hui à l'élection présidentielle américaine de 1928. Alors, pourquoi cette élection? Puisqu'il nous a jugé intéressant de nous pencher sur cette élection qui intervient un an avant la crise économique mondiale que nous connaissons, qui se situe dans l'entre-deux-guerres et qui se situe dans une phase de l'histoire des États-Unis qui est très intéressante, puisque nous sommes à mi-chemin entre deux grandes présidences qui ont bouleversé les États-Unis, enfin qui l'ont bouleversé, dont les États-Unis ont été, comment dirais-je, très redevables. Les présidences de Woodrow Wilson de 1913 à 1921 et celle bien sûr durant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1945 de Franklin Delano Roosevelt. Et donc c'est cette élection 1928 et peut-être aussi, on va un peu tricher, les élections précédentes, les élections présidentielles de 1920 et 1924, et donc en l'occurrence celle de 1928 dont nous allons traiter. C'est-à-dire c'est cette décennie, cette grande décennie où les républicains ont contrôlé les destinées des États-Unis, où le président Hoover s'est imposé contre un candidat assez atypique, Gauthier. Oui, parce que ce qui est peut-être pas le plus surprenant dans ce scrutin de 1928, c'est pas forcément l'issue. Que un des deux candidats, effectivement, un des deux candidats en lice, on le verra, bon, c'est déjà le bipartisme à l'américaine, avec un Democratic Party, un parti démocrate, et un Republican Party, parti républicain, qui se partagent l'essentiel des votes. Mais quand on dit l'essentiel des votes en France, allez, on va dire les trois quarts des votes. Non, là, on parle de entre 98 et 99% des votes se déversent soit dans l'électorat démocrate, le parti de l'âne, soit l'électorat du parti républicain, le parti de l'éléphant. Avec deux candidats en lice qui sont donc le républicain Herbert Clark Hoover, né en 1874 et mort en 1964, et Alfred Emanuel Smith, né en 1873 et mort en 1944, qui représente le Parti démocrate. Ce qu'on verra dans cette émission, c'est qu'en fait, le candidat atypique là-dedans, c'est le démocrate Smith, qui est atypique à plusieurs aspects, parce que c'est un candidat catholique, ce qui est atypique dans une élection aussi capitale que l'élection présidentielle américaine, parce que les catholiques, à peu près à l'époque comme maintenant, représentent un quart du corps électoral. Alors certes, c'est une minorité importante, mais c'est pas, par définition, c'est pas la majorité, puisque plus de 2/3 de l'électorat est protestant. Il y a aussi un petit électorat juif, dont on verra d'ailleurs que le démocrate Smith est un assez bon représentant, puisque l'électorat juif votera massivement pour lui. Ce n'est pas la seule atypicité du candidat Smith, qui est également un candidat avec des origines irlandaises, avec des origines sincèrement ouvrières. Il pourra se prétendre longtemps, parce que Smith est un politicien, on verra, le représentant des classes ouvrières. Il a une trentaine d'années d'activité politique au compteur avant la présidentielle de 1928, parce qu'il a commencé très jeune. C'est aussi un candidat qui aura du mal, on le verra, à se positionner vis-à-vis de la prohibition. La prohibition est en place aux États-Unis depuis 1919, et en vertu du Volstead Act, elle interdit strictement la consommation et la production d'alcool. Ça sera assoupli bien après le cas de notre émission, je crois que c'est en 1933, ça sera assoupli pendant quelques mois. On autorisera les alcools légers, pas au-dessus de 4%, et puis quelques mois après, ce sera complètement abandonné. Dans l'immédiat, quand Smith et Hoover font campagne, la prohibition est un sujet très épineux, et on le verra, Smith aura beaucoup de mal à clarifier sa position sur la prohibition, parce que d'une part il y a sa pensée propre, on lui est plutôt a priori favorable à l'assouplissement de la prohibition, mais il y a une divergence de vue nette
entre en gros, les notables démocrates du Sud et les notables démocrates du Nord. Donc il ne pourra se contenter qu'à des déclarations de pure forme qui n'ont pas valeur d'engagement et qui mécontenteront l'une comme l'autre partie du Parti démocrate sans convaincre les électeurs. Donc on aura l'impression que, en quelque sorte, Smith est le candidat du flou. Et non seulement ça ne sera pas bon, on le verra, Benjamin, au niveau du vote populaire, mais ce sera a fortiori moins bon encore au niveau du vote des grands électeurs. Vous savez probablement qu'aux États-Unis, il y a un système de vote à deux niveaux. Par exemple, le dernier président élu, Donald Trump, a perdu le vote populaire. Il a eu moins de votes que Hillary Clinton, mais il a gagné le vote des grands électeurs. Et on verra que Smith perdra les deux votes. Probablement que le vote des grands électeurs lui a été d'autant moins acquis qu'il a eu cette histoire, Benjamin, de la prohibition. Bien sûr. Alors bon, on va rappeler peut-être les grandes lignes du modèle électoral américain en ce qui concerne les élections présidentielles. C'est que vous avez en fait deux votes. Vous avez le popular vote, qui est l'élection qu'on pourrait rapprocher de notre élection présidentielle française, c'est-à-dire où c'est le pourcentage des voix exprimées qui est retenu. Voilà. Donc ça, c'est par exemple lors de la dernière élection présidentielle américaine de 2016, Donald Trump avait réuni 49% de mémoire du vote populaire, alors que Hillary Clinton avait réuni quelque chose comme 51%. Sauf que ce n'est pas ce vote populaire qui en France fait la différence, qui conditionne la victoire ou non d'un candidat à l'élection présidentielle américaine, sachant déjà que en France, un deuxième tour est envisageable, alors qu'aux États-Unis, il n'en est pas question. C'est comme en Angleterre, par exemple, pour les élections législatives, vous avez un tour de scrutin et c'est la majorité qui l'emporte. Alors la majorité aux États-Unis n'est pas la majorité du vote populaire, mais elle est la majorité des grands électeurs qui composent les États. Et les grands électeurs, un État est doté de grands électeurs selon sa population. Parce que malgré sa superficie, par exemple, un État comme le Wyoming, qui est l'un des États les plus vastes des États-Unis, l'État le moins peuplé. Et l'État le moins peuplé a beaucoup moins d'électeurs que le Massachusetts, par exemple, ou le Delaware, qui sont des États de la côte est des États-Unis, qui ont certes une superficie beaucoup moindre, mais qui ont une densité de population beaucoup plus importante, qui justifie qu'ils ont des électeurs. Et c'est d'ailleurs devenu, depuis la deuxième partie du XXe siècle, des fiefs démocrates. Et Donald Trump, justement, a gagné l'élection, justement, sur le fait que les grands électeurs, c'est-à-dire ces gouverneurs, ces notables locaux, ont été élus, parce qu'en fait, vous avez deux listes. C'est pas tant une élection présidentielle qu'une élection de notables. On élit au niveau des gouvernements, des États, des personnalités, des tendances, des grandes tendances. Alors il y a plusieurs tendances évidemment, surtout en ce moment. On avait beaucoup parlé dans les années 2010 du Tea Party qui était peut-être le tiers parti, la troisième voie américaine. C'était une fraction du Parti républicain. Voilà, on en parle un peu moins. On sait que dans les élections actuelles états-uniennes, un parti écologiste également présente un candidat les libertariens aussi, des choses comme ça. À chaque élection. Mais évidemment, la vie politique se divise entre les deux grandes franges politiques américaines que sont le Parti démocrate et le Parti républicain. Et on a au niveau des États des listes de gouverneurs et d'ailleurs à chaque élection présidentielle, un quart des gouverneurs est renouvelé dans les États américains. Et donc ce n'est pas tant la personnalité du président de la République qui est élu, c'est surtout la couleur politique qui compte. Et Donald Trump, dont on sait qu'il ne faisait absolument pas l'unanimité dans le Parti républicain, la campagne des primaires républicaines a été suffisamment, ardue pour le candidat Trump, pour nous laisser penser que ce vote républicain aux élections présidentielles de 2016 n'était pas tant une adhésion à la personnalité de Donald Trump, mais une fidélité des États, et notamment des États, des turning, de ceux qui peuvent changer à chaque élection. Les swing states. Des swing states. Les États pivots. Voilà, notamment au premier rang desquels la Floride, qui a passé, cet État qui avait voté aux élections de 2012 pour le candidat soutenu par Barack Obama, a voté pour le candidat soutenu par Donald Trump. Donc voilà, c'est un système qui est totalement différent du nôtre, qu'il est indispensable de comprendre pour comprendre le comportement électoral
des Américains. Donc nous arrivons à cette élection présidentielle américaine de 1928 dans un contexte, Gauthier, qui est quand même singulier. Oui, parce que c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas du tout même la crise de l'entre-deux-guerres. On est juste une année avant. On est à une période où quand même la puissance américaine est à son apogée, sa première apogée, on peut dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la puissance américaine a pleinement bénéficié non seulement de la victoire des États-Unis sur l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, et puis la machine industrielle américaine qui s'est mise au service de l'économie de guerre en Europe, et qui continue à tourner dans les années 1920. On a du mal à croire qu'une année plus tard, ce sera le fameux krach boursier avec ces hommes de Wall Street qui se jetteront des fenêtres de leurs immeubles, et puis, vous le savez, l'inflation, des petites choses désagréables aussi qui se passent sur le plan climatique avec ce qu'on appelle le Dust Bowl, ces tempêtes de sable dans le Middle West, au centre des États-Unis, qui se conjuguent avec les aléas climatiques qui se conjuguent avec les aléas économiques et qui ont une telle influence finalement qu'ils déportent cette grande dépression, Great Depression, y compris en Europe. Hein. Et ce sera le terreau du national-socialisme en Allemagne, ça aura aussi un impact sur la City à Londres, ça aura aussi un impact sociopolitique en France, avec dans un système parlementaire qui est assez fragile, et ça suscitera, vous le savez, ce qu'on appelle la montée des périls, etc. La situation économique aux États-Unis en 1929 aura un impact sur le reste du monde, au même titre que la crise des subprimes en 2008 a eu un impact sur l'essor économique, sur l'atonie économique plus exactement de l'Union européenne 80 ans plus tard. Il faudrait peut-être faire 3 remarques avant de réembrayer sur l'élection présidentielle de 1928. Benjamin, en écoutant ce que tu disais sur les swing states, je me rappelle qu'il y a un adage qui dit, je pense que c'est plus qu'un adage, c'est une règle de sciences politiques, hein, qui dit qu'un président américain ne peut pas gagner s'il n'a pas été, s'il n'est pas vainqueur au préalable dans l'État de Floride, qui est, je le pense, un des États le plus peuplés, je pense que c'est la Californie l'État le plus peuplé, un des États le plus peuplés des États-Unis. Puis il y a différents swing states, hein, notamment l'État d'Ohio, il y a un dicton qui dit quelque chose comme So goes the Ohio, goes the country. La manière dont l'Ohio, le chemin que prend l'Ohio, c'est le chemin que prendra le pays. Hein, je traduis ça approximativement. Tu as parlé des couleurs, Benjamin, c'est intéressant parce que les couleurs aux États-Unis sont inverses en fait finalement à ce qu'est la colorimétrie en quelque sorte du paysage politique français, hein, puisque en gros les républicains représentent plutôt la droite et le Parti démocrate plutôt la gauche, hein, en simplifiant à l'extrême, mais les républicains aux États-Unis sont représentés par la couleur rouge et les démocrates par la couleur bleue. Vraiment un schéma complètement inversé sur ce plan-là par rapport à la France. Bon, ça Sachant que dans notre première vidéo sur les élections françaises de 1871, nous avons fait figurer sur les infographies que nous avons mis sur la vidéo les tendances à l'Assemblée nationale, un peu qui pourraient laisser penser que nous avons été influencés par les couleurs américaines, puisque nous avons mis les républicains, qui sont les plus progressistes, en bleu. Voilà, mais c'était... c'est un parti pris vis-à-vis de... Enfin, vas-y. Oui, c'était vraiment pour justement marquer la différence entre les partis conservateurs, au premier rang desquels le parti orléaniste et le parti légitimiste, avec ce dégradé de blanc vraiment très blanc pour les royalistes intransigeants, bleu terne pour les orléanistes, pour aller sur des bleus beaucoup plus criards pour les républicains, et sur des bleus profonds pour les républicains radicaux qui ne font pas plus de 100 élus après les élections partielles du 2 juillet 1871. Donc voilà, on a coutume de représenter en France la droite en bleu et plutôt la gauche en rouge, mais c'est un peu trahir les différentes tendances de la droite
notamment la droite royaliste, qui ne rechignerait pas à se voir représenter en blanc. Donc voilà, donc juste pour nuancer un peu ce que Gauthier a dit, c'est que on a peut-être à l'idée des conceptions très contemporaines des couleurs politiques entre la gauche et la droite. Les conceptions politiques à la fin du 19e siècle étaient peut-être, la conception et les couleurs politiques étaient peut-être un peu différentes. Oui, en fait, on a eu ce parti pris pour les élections de 1871, parce qu'on s'est dit on a essayé de se rapprocher le plus possible du réel. Il y a les blancs, à l'époque on parle encore des blancs et des bleus, donc on a figuré les royalistes en blanc et puis les républicains en bleu, sachant que chaque tendance avancée du mouvement, par exemple les républicains radicaux étaient en couleur plus foncée, ou en grisé. Le Kléser-Lannis plutôt en grisé, les républicains radicaux plutôt en bleu marine. Mais après, on peut considérer que c'est plus tant des blancs et des bleus que en gros des rouges et autre chose. On peut dire des rouges et des bleus, quoi. Mais on s'est dit aussi avec Benjamin que pour ça, il fallait à la fois qu'il y ait les vrais premiers groupes parlementaires et les vrais premiers partis. Donc forcément, c'est plutôt les séries électorales postérieures, en gros à partir des années 1890. Pour revenir donc à l'élection présidentielle américaine de 1928, avant d'évoquer les deux candidats et avant d'évoquer la campagne, il faut sans doute revenir sur... je ne sais pas si c'est utile de revenir, mais on va essayer d'y revenir quand même, sur le bipartisme à l'américaine, donc entre démocrates et républicains, cette bipolarisation à l'américaine qui existe depuis bien avant 1928, puisque démocrates et républicains s'affrontent quasiment seuls depuis 1856, dans un bipartisme assez confortable, qui est occasionnellement perturbé par un tiers-parti qui, de manière générale, est assez inoffensif. C'est des tiers-candidats qui ne font pas beaucoup de voix. Il y a quelques occurrences de ces tiers partis. Millard Fillmore de l'American Party en 1856, à peu près 870 000 suffrages exprimés, 22% du total et 8 grands électeurs. John Cabell Breckinridge du Sudiste Democratic Party en 1860, 850 000 suffrages, 18% du total, 72 grands électeurs. Et John Bell du Constitutional Union Party, 590 000 suffrages, 13% et 39 grands électeurs. Horace Greeley du Liberal Republican Party, 1872. Là, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu de candidat démocrate à cette élection. Alors forcément, ce candidat-là n'était pas un tiers candidat. Pour le coup, il a fait 2,8 millions de suffrages et 44% du total, les 3 grands électeurs. Vous voyez d'ailleurs à l'énoncé des chiffres que vous comprenez que la population américaine grandit, parce que là, 44% des suffrages représentent 3 millions d'électeurs, mais on verra que petit à petit, le pays grandit. En 1928, il y aura à peu près 100 millions d'habitants. Donc pour poursuivre les tiers candidats, on a James Weaver du Populist Party en 1892, 1 million de suffrages, 9%, 22 grands électeurs. C'est intéressant, il y a Theodore Roosevelt du Progressive Party, qui est une scission des républicains. Teddy Roosevelt, c'est un ancien président qui a tenté de revenir dans la course. Il a fait quand même un score, 4,2 millions de suffrages, 27% du total, et 88 grands électeurs, là c'est beaucoup. Et il faut aussi signaler Robert La Follette, qui est également candidat des progressistes, mais comme il n'avait pas l'envergure de Roosevelt, il a fait 4,8 millions de suffrages, 16% du total, 13 grands électeurs. C'est pas très important de rappeler tout ça, mais ça montre qu'il n'y a pas que les deux grands candidats du Parti démocrate et des républicains, mais quand même, en 1928, ces deux candidats vont capitaliser, si je compte bien, à peu près 99,2% des voix. 99,2% des voix pour les candidats qu'on va vous présenter maintenant. Herbert Hoover et Alfred Smith. Alors pour commencer par le candidat républicain, Herbert Hoover, il s'agit d'un homme qui est issu d'une famille Quaker, modeste, qui vit à West Branch, dans l'état de l'Iowa. C'est un homme qui est orphelin très jeune. Il est orphelin de ses deux parents dès l'âge de 10 ans. Et il est élevé par son oncle, qui l'emmène complètement à l'autre bout du pays, en Oregon. Alors, je pense que l'Oregon ne devait pas être
conquis, entre guillemets, de très longue date à l'époque, hein, parce que Hoover étant né en 1874 et étant orphelin vers 1884, je pense que c'est encore la période de ce qu'on appelle la conquête vers l'ouest, la conquête de l'ouest, la ruée vers l'ouest, cette New Frontier qui se dépasse de plus en plus à l'ouest et qui fait que les États-Unis, eh bien, conquièrent ce qui deviendra l'essentiel de leur espace à l'ouest. Donc l'Oregon, à mon avis, c'était vraiment quasiment une terre vierge à l'époque, hein. Hoover est plutôt délaissé par son tuteur, qui est son oncle. Il cumule des cours du soir et un emploi de bureau chez son oncle. C'est quelqu'un d'assez dilettante, hein. Il fait de vagues études de géologie à la Stanford University. Il ouvre une blanchisserie. Il ouvre une agence de conférencier, il s'implique dans l'équipe de sport de son université, et en parallèle, il paye ses études en devenant dactylographe pour son professeur de géologie. Il est diplômé en 1895, il se marie, et il part pour la Chine, où il devient ingénieur. Alors là, c'est amusant, parce que ça rejoint notre émission d'il y a quelques semaines sur l'impératrice Cixi, c'est que Hoover est témoin de la révolte des boxeurs. Et naturellement, il revient. Ce contact avec la Chine et les problèmes qui se passent alors en Chine lui fait se piquer de curiosité pour le secteur humanitaire. Et quand il revient aux États-Unis, eh bien, il dédiera les décennies qui vont suivre au monde de l'humanitaire. Et son affiliation aux Quakers facilite certainement pour beaucoup ce penchant pour l'humanitaire. La Première Guerre mondiale lui permet de s'y engager pleinement et le gouvernement l'approche alors pour assumer des missions de ravitaillement en Europe. Une des premières tâches de Hoover, c'est l'aide alimentaire pour la Belgique. Et le président américain d'alors, qui est Woodrow Wilson, Wilson c'est le personnage de la Société des Nations, hein, on le verra, qui est né en 1856 et mort en 1924, Wilson le propulse secrétaire à l'agriculture. Et les gouvernements ultérieurs, après-guerre, parce qu'ils font confiance à Hoover, qui a montré que c'est un personnage fiable, un bon serviteur de l'État, eh bien les gouvernements ultérieurs en font un secrétaire au commerce, dont l'action est louée parce qu'on voit que Hoover est un personnage pragmatique, qui est dénué de tout sectarisme. On le voit par exemple quand Benjamin Hoover décide d'aider en 1921 la Russie bolchevique, parce que la Russie est en famine. Alors la Russie a un régime bolchevique, mais Hoover décide quand même de l'aider, même si les États-Unis naturellement sont la nation capitaliste par excellence. Oui, alors il faut remettre un peu le candidat Hoover dans la ligne républicaine qui dirige les destinées des États-Unis depuis la fin du mandat de Woodrow Wilson. Alors on va faire un petit bond en arrière, hein. J'espère que les auditeurs ne seront pas perdus, mais il faut parler de ce personnage de Woodrow Wilson et surtout de l'héritage qu'il laisse aux États-Unis et des questions qu'il laisse aux États-Unis, notamment des questions d'ordre économique et d'ordre géopolitique. Alors Wilson, il faudra peut-être rappeler qui il était. C'était le président des États-Unis de 1913, qui a été élu en 1913 et qui a participé à faire entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale à partir de 1917 pour des raisons qui sont propres aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis s'étaient déjà un peu indignés du naufrage du Lusitania en 1915, qui transportait vers les États-Unis des passagers totalement étrangers à la guerre. Et en 1917, les menaces allemandes des U-boats qui sillonnent l'océan Atlantique décident les États-Unis à venir prêter main forte aux Alliés. Il y a aussi une petite question financière, hein, qui sous-tend un peu tout cela, puisque les Américains qui financent largement l'armement à la fois britannique, australien, néo-zélandais, canadien et français, veut, étant donné que ce sont les créanciers, veut que cette guerre se termine au plus vite, hein, afin que les dépenses et surtout les prêts que les États-Unis concèdent à toutes ces puissances européennes puissent se terminer et être remboursés le plus rapidement possible. Alors c'est l'une des raisons, ces deux raisons sont les deux raisons qui poussent le président Wilson
comment dirais-je, motiver les États-Unis à rentrer dans la guerre. Alors à la fin de la guerre, évidemment, la fin de la guerre que l'on connaît, hein, la défaite allemande, Wilson émet donc ces 40 points, ces fameux 40 points que les Allemands acceptent, mais que Clemenceau et Orlando, donc Clemenceau vraiment le plus virulent à ces 40 points, le Premier ministre italien Orlando est un peu moins vindicatif, mais c'est vraiment Clemenceau qui désire que ces 40 points dont la philosophie principale est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Clemenceau est, partisan de faire en sorte que ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne s'applique pas exhaustivement. C'est-à-dire qu'on assiste à une déliquescence des grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, et il ne s'agit pas de faire de l'Europe un morcellement d'États. Ça justifie que, par exemple, on ait des États un peu hybrides comme la Tchécoslovaquie, comme la Yougoslavie, dont on a parlé dans une autre émission, des États qui profitent de la disparition de grands empires, mais qui à la fois ne vont pas jusqu'au bout des nationalités. Notamment la Yougoslavie, dont véritablement l'éclosion des nationalités se produira au début des années 90. Alors, dans cette implication dans les affaires européennes, dans les affaires de la guerre, il y a évidemment la signature du traité de Versailles, qui n'a jamais été ratifié par le Congrès américain. Wilson a essayé d'influencer, de convaincre les membres du Congrès. Le Congrès aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants plus le Sénat. Ça n'a jamais été fait, puisque les États-Unis, malgré le fait qu'ils aient vaincu les puissances centrales, veulent manifester une envie de nouvel isolationnisme. Voilà. Et c'est ce que va donner l'élection présidentielle de 1920. Par exemple, le candidat démocrate qui est le successeur de Wilson sera battu par Warren Harding, qui lui refuse de siéger par exemple à la Société des Nations, dont tu as parlé, Gauthier, qui a été l'un des fruits de la réflexion de Wilson. Alors les États-Unis refusent de siéger à la Société des Nations et mettent en place une politique économique protectionniste avec un raidissement national et moral. On voit une chute de l'immigration. C'est également le temps de la fameuse affaire Sacco et Vanzetti, dont un film est sorti avec la musique très célèbre d'Ennio Morricone. Ces soi-disant anarchistes qui ont... Enfin, ils étaient anarchistes, mais étaient-ils coupables ou pas coupables? C'est justement l'objet de ce film, qui ont finalement été exécutés. L'enjeu lié à la prohibition, le durcissement de la prohibition. Donc on est dans cette période américaine des années 20, républicaine, où il y a un raidissement moral. Voilà. En 1924, Harding, qui est mort l'année d'avant, est remplacé par John Calvin Coolidge, qui est élu en 1924, qui était le colistier de son prédécesseur. Alors lui, sur tous les plans, il est d'accord avec son prédécesseur, à la seule différence que lui, la politique protectionniste n'est pas de son acabit, et donc il va mettre en place une politique ultralibérale, spéculative, qui sera en grande partie responsable de la crise du jeudi noir et de la chute de la bourse à Wall Street en 1929. Je conclurai juste peut-être en parlant de l'histoire de 1923, la réoccupation de la France, de la Ruhr par la France, puisqu'il faut bien comprendre que l'Allemagne doit des indemnités de guerre aux Alliés, à la France, à l'Angleterre, mais la France et l'Angleterre, cet argent, en grande majorité, le redonnent aux États-Unis, qui étaient leurs créanciers pendant la guerre, et qui le demeurent même après la fin de la guerre. Donc, ce Coolidge, ce nouveau président américain, établit un plan, le plan Daves, D-A-W-E-S, qui permet aux Allemands de s'acquitter d'annuités assez souples pour payer les Alliés et donc par voie indirecte les États-Unis, et tout cela en calmant la crise, puisque grâce à ce plan Daves, les Français du gouvernement Poincaré évacuent la Ruhr.
Oui, il était prévu dans ce plan que l'Allemagne rembourse sa dette jusqu'en 1988, sur une soixantaine d'années. Donc, alors naturellement, la Deuxième Guerre mondiale a bouleversé un petit peu cela, mais c'est vrai que cette dette a été échelonnée comme ça, a été lissée sur plusieurs décennies, de manière à ce que l'économie allemande et l'industrie allemande n'aient pas trop à en souffrir et qu'elles soient en mesure de rembourser, effectivement. On s'est intéressé donc au premier candidat, Herbert Hoover. Il faut maintenant, je pense, se pencher sur le second, Alfred Emanuel Smith, qui est le candidat donc du Parti démocrate, issu d'une famille d'origine mêlée, des Irlandais, des Germaniques, des Italiens, des Anglais, une famille du Lower East Side à New York, dans le quartier de Manhattan. Et comme Hoover, Smith est un orphelin, mais il est seulement orphelin de père. Il est orphelin dès son enfance. Et dès 14 ans, il doit abandonner l'école pour aider sa famille. Et ça fait de lui rapidement un autodidacte. Il va gagner à peu près 48 $ par mois. C'est intéressant de parler de ça parce que ça permet de faire la comparaison avec le salaire des Américains de l'époque. Smith, il gagne 48 $ par mois quand il est adolescent, dans les années 1890. À l'époque, un tisseur américain gagne environ 45 $ par mois, donc un tout petit peu moins. Un ouvrier du bâtiment, environ 100 $. Un ouvrier qualifié, environ 130. Un lamineur, un peu plus de 300. Et le salaire moyen des Américains est d'environ 60 $ par mois. Ça vous donne un petit peu la comparaison. En tout cas, ce sont manifestement ces années de débrouille qui donnent au jeune Smith l'occasion non seulement de s'affirmer en tant qu'homme, mais ça lui donne l'occasion d'affirmer ses talents de meneur d'hommes, ses talents d'orateur qui ne le quitteront pas ensuite durant son parcours politique. Le passé atypique lui permet aussi rétrospectivement de s'appuyer sur d'authentiques origines ouvrières et puis naturellement une proximité sincère avec les travailleurs immigrés parce que il les côtoie durant son premier travail à Fulton. Smith n'en reste pas moins dans sa carrière politique lié au clientélisme du Parti démocrate, notamment ce qui concerne le Parti démocrate new-yorkais, c'est la Tammany Society, qui est une sorte de société secrète qui cornaque les démocrates new-yorkais, avec sous fond de corruption, de pots de vin, etc. Même si Smith semble avoir été assez éloigné de tout en étant lié à la Tammany Society, il semble avoir finalement été assez peu corrompu par rapport à d'autres. Mais Smith est un apparatchik, c'est un politicien. Il est permanent politique à partir de 1895. Il est élu par la suite à l'Assemblée de l'État de New York. Et ses premiers faits d'armes politiques confirment son inclination plutôt ouvriériste. Il défend ainsi les familles de travailleurs décédés de l'usine du Triangle Shirtwaist. C'était une centaine d'ouvriers qui avaient péri dans un incendie et c'est un petit peu son premier coup d'éclat politique quand il défend ces ouvriers décédés. La victoire des démocrates new-yorkais en 1911 permet non seulement sa réélection à l'Assemblée de l'État de New York, mais encore, il lui donne la présidence d'un comité. Alors c'est assez éphémère, il y a beaucoup de victoires, puis de défaites, puis de victoires des démocrates. Il y a vraiment une alternance d'année en année. Quelques mois plus tard, ce sont les républicains qui gagnent l'Assemblée de l'État de New York, et Smith est réduit à un rôle qui toutefois est un rôle prestigieux, de ce qu'on appelle un minority whip, c'est-à-dire le meneur de la minorité, donc la minorité démocrate. Et puis ensuite, il y a une nouvelle victoire démocrate qui le fait speaker, puis de nouveau minority whip. Mais le gros de la carrière de Smith, ce sera au gouvernorat de l'État de New York. Il devient gouverneur de l'État de New York assez rapidement. Il est d'abord élu shérif du comté de New York en 1915. Il fait évoluer aussi ses idées, ce pic de progressisme. Il s'entoure... Il essaye un petit peu aussi de se rapprocher de l'électorat juif. Alors il s'entoure d'une adjointe juive, Belle Moskowitz, née en 1877 et morte en 1933. Et c'est d'ailleurs l'appui de l'électorat juif qui le fait élire gouverneur de l'État de New York, de même que celui de la Tammany Society. La Tammany qui lui rapporte le vote des communes du nord de l'État de New York, ce qu'on appelle l'Empire State, ces grandes communes que sont Syracuse, Rochester et Watertown, qui sont stratégiques naturellement pour gagner l'État. Et donc, Smith devient, à la fin des années 1910, le nouvel homme fort des démocrates new-yorkais.
et il peut même se permettre de rompre avec un homme comme William Randolph Hearst, né en 1863, mort en 1951. Randolph Hearst, c'est un magnat de la presse new-yorkaise et c'est le pilier d'une des fractions du Parti démocrate new-yorkais, qui est la fraction la plus populiste. Hein. C'est une fraction assez droitière, sauf sur le programme économique. Hein. Pour le coup, ils sont assez avec des positions assez à gauche. Il y a une brouille, hein, qui sera pas une brouille définitive d'ailleurs. C'est entre Randolph Hearst et comment s'appelle-t-il, et Al Smith, mais le fait qu'il y ait cette brouille, ça montre que Smith est quand même le nouvel homme fort, hein, puisqu'il peut se permettre de se brouiller avec un grand mania des médias de l'époque. Il échoue toutefois à se faire réélire, mais il est à nouveau désigné par le peuple en 1922, et constamment réélu ensuite, et il arrive comme ça, en 1928, assez naturellement, Benjamin, à être désigné candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Voilà, donc il y a deux conventions, hein, fidèles à la coutume. Il y a la convention républicaine qui investit Hoover, et il y a la convention démocrate qui investit Al Smith. Alors quels sont les enjeux de la campagne de 1928? Eh bien écoutez, les enjeux sont semblables à ce qu'on a un peu déroulé depuis le début de l'émission. Il y a d'abord la question de la place géopolitique des États-Unis. Ça, c'est fondamental, puisque, rompant véritablement avec la politique un peu interventionniste en Europe de Wilson, Harding et Coolidge ont vraiment essayé de faire en sorte que les États-Unis restent, que l'essentiel des affaires des États-Unis reste sur la question américaine. Hein. Je parle en termes de continent, le continent américain. À la seule différence de Coolidge, qui a évidemment essayé de faire en sorte que l'Allemagne s'en sorte et paye ses indemnités, notamment après, j'en parlais, l'occupation de la Ruhr, qui a en plus appauvri sensiblement l'Allemagne. Vous savez, la fameuse affaire de l'hyperinflation allemande, qui a ruiné les avoirs de nombreux propriétaires allemands, et qui ont conduit à des files d'attente, à des pénuries, etc. Donc voilà, le seul peut-être la seule action extra-américaine des présidents américains ont été pour justement soulager l'Allemagne, afin que l'Allemagne respecte ses engagements. Voilà. Donc alors, mais le petit problème qui s'est produit au niveau international, et là je parle économiquement, c'est que les États-Unis ont pris un poids dans l'économie mondiale qui est important. En 1925, par exemple, j'ai quelques chiffres. Les Américains, 44% de la production de charbon mondiale est produite par les États-Unis. Au niveau du pétrole, c'est 70%. Alors évidemment, à l'époque, on méconnaît totalement les gisements qui peuvent exister dans le golfe Persique, dans le golfe de Guinée, etc. Donc 70% du pétrole, c'est aux Américains. 43% du fer, c'est aux Américains. Donc il y a véritablement une puissance énergétique des États-Unis. Mais les États-Unis également sont une puissance spéculative. Hein. On est dans le règne de Wall Street et on a une inflexion économique ultralibérale. Mais cette inflexion économique ultralibérale se heurte en Europe aux nationalismes qui sont naissants. Parce que évidemment, on ne peut pas flatter d'un côté politiquement les nationalismes avec la création des États-nations, comme l'aurait voulu Wilson, et d'un autre côté promouvoir une économie ultralibérale qui méconnaît les nations et notamment leur politique protectionniste. Et donc c'est un peu ces questions qui taraudent l'élection présidentielle. C'est une question politique, financière, géopolitique. Et est-ce qu'il faut continuer la production et le crédit? Et donc c'est ces questions en fait, Gauthier, qui cristalliseront la campagne électorale américaine. Oui, notamment la question de la pauvreté. Hein. Et ça fait même partie, cette question de la pauvreté, au reste du discours d'investiture de Hoover. Alors pas du discours d'investiture en tant que président, hein, mais en tant que candidat à la convention républicaine, puisque Hoover déclare que les Américains sont aujourd'hui plus près de vaincre la pauvreté que n'importe quelle autre nation dans l'histoire. Il y a vraiment cette volonté chez les républicains, mais dans tous les camps, hein, de gagner la bataille de l'emploi, de gagner la bataille contre la pauvreté. Et on pourrait penser que le fait que Hoover soit membre de l'administration sortante, qu'il n'ait jamais été candidat, au reste, lui
rendent théoriquement la tâche difficile. Et pour autant, la prospérité de l'économie américaine d'après-guerre lui rend de grands services. Et de même que les sentiments hostiles au catholicisme d'une partie conséquente de l'électorat qui condamne a priori Smith. Pour revenir sur les candidats en tant que tels et la campagne, donc en gros entre juin et novembre 1928, puisque l'élection se tient le 5 novembre, comme nous l'indiquons en introduction, à cela se surajoute donc la question de la prohibition qui depuis 8 ans interdit la consommation et la production d'alcool. Alors on a dit que Smith était un petit peu obligé de tenir compte des divergences d'opinion sur cette question entre démocrates du Nord et démocrates du Sud. Donc il est assez fragilisé finalement sur cette question de la prohibition, parce qu'il n'a pas toute latitude pour donner sa pleine opinion sur ce sujet. Mais Smith, pour autant, a quelques atouts dans son jeu, parce que le premier, naturellement, c'est son colistier, mais ça c'est assez logique, parce que dans le système politique américain, le colistier est complémentaire du candidat, sinon c'est qu'on ne sait pas faire campagne. Un candidat A, il a un colistier B qui n'est pas son clone, qui le complète en quelque sorte. Le colistier de Smith, donc candidat démocrate à la vice-présidence, est un grand notable du Sud, c'est bien normal, parce que les démocrates à l'époque, on l'a pas dit, sont le grand parti blanc du Sud. C'est assez différent de ce qu'il est devenu à partir de la seconde moitié du XXe siècle, où il est devenu en gros le parti urbain, le parti des minorités et le parti du Nord, enfin plutôt des grandes villes de la côte Est et puis de Californie. Le candidat à vice-présidence pour le Parti démocrate, c'est Joseph Taylor Robinson, né en 1872 et mort en 1937. C'est un sénateur de l'Arkansas. De même, la foi catholique de Smith, c'est factuellement quelque chose qui le défavorise dans l'élection, sauf qu'en réalité, il capte l'essentiel du vote catholique. Il capte quasiment 100% du vote catholique. Alors, ça a beau être une minorité, c'est une grosse minorité, puisque c'est à peu près un quart du corps électoral, c'est-à-dire 16 millions d'électeurs potentiels sur 65 millions d'électeurs inscrits. Il n'y a naturellement pas 65 millions d'électeurs qui votent, il y a une forte abstention, même si elle est moins forte que maintenant. Il y aura à peu près 56% du corps électoral qui votera, c'est-à-dire à peu près 36 millions et demi de personnes. Mais ces 25% d'électeurs catholiques, ils représentent quand même une forte minorité que Smith va quasiment intégralement capter. Ça, c'est plutôt pour les aspects positifs de la candidature Smith, même si, les aspects négatifs, on l'a dit, c'est son rapport compliqué à la prohibition. Enfin, je pense qu'il a un rapport simple, mais en réalité, il est tenu par les notables de son parti. En fait, il est tenu par son parti. Et puis, il faut dire aussi que Smith n'est pas le politicien inamovible que l'on croit, parce que dans un passé récent, on l'a dit de manière succincte, donc il a été battu lors des élections gouvernementales de 1920, c'est-à-dire qu'il a été élu gouverneur de l'État de New York, mais ensuite il a été battu, puisque les New-Yorkais désignent à sa place un avocat républicain qui est Nathan Miller, né en 1863, mort en 1953. Ensuite, il est réélu, Smith. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que Smith n'a, par exemple, pas pu obtenir l'investiture présidentielle du Parti démocrate lors des élections de 1924. Il était candidat à la présidence, et bien non, les démocrates lui ont préféré comme candidat un ancien ambassadeur du Royaume-Uni, un profil un petit peu plus policé sans doute que le politicien new-yorkais qui était Smith. Ils lui ont préféré un dénommé John William Davis, né en 1873, mort en 1955, qui donc n'a pas été élu, vous l'avez compris, président des États-Unis en 1924. Voilà pour les aspects un peu négatifs et positifs, enfin c'est pas à nous de juger, mais pour les faiblesses plutôt et les forces du vote Smith. Et face aux démocrates, nous avons donc, on l'a dit, Herbert Hoover qui propose un ticket avec un sénateur du Kansas, Charles Curtis, né en 1860 et mort en 1936. Voilà l'essentiel de la configuration politique de cette élection qui, on le rappelle, Hoover et Smith capitalisent encore une fois 80
plus de 99% des votes. Oui, on peut peut-être rentrer justement dans le détail de ces résultats électoraux, notamment à la fois les pourcentages, le vote populaire, mais également la géographie électorale. Hoover, donc évidemment, gagne l'élection, mais avec quand même pratiquement 7%, 7 millions de voix de plus que Al Smith. Les chiffres sont de 21,4 millions pour Hoover et de 15 millions pour son concurrent. Alors évidemment, après, on descend au niveau des milliers, 270 000. Non, on a 15 millions pour Smith. Voilà, 15 millions pour Smith, 270 000 pour le troisième, Thomas, qui en valeur relative ne fait que 0,7% du corps électoral. C'est le plus gros des petits candidats. Voilà. C'est le plus gros des petits candidats, il représente le Parti Socialiste et c'est un homme de New York. Voilà, donc on a vraiment la manifestation que cette élection est conforme aux autres élections américaine, avant et surtout après, on a véritablement un contrôle intégral, quasi intégral, des deux partis, démocrates et républicains, sur les élections présidentielles. Alors au niveau de la géographie électorale, c'est conforme à ce que Gauthier disait, les anciens fiefs démocrates qui existaient dans le sud des États-Unis, dans les anciennes terres sécessionnistes d'ailleurs, à l'exception de la Floride, puisque la Floride, selon cet adage que tu rappelais tout à l'heure, aucun président ne peut être élu sans avoir préalablement gagné la Floride. Eh bien, Hoover gagne la Floride. Par contre, tous les États qui sont limitrophes de la Floride, l'Arkansas, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, la Caroline du Sud et la Géorgie, sont les seuls États, donc ils sont au nombre de 6, à avoir voté pour Al Smith, en plus de New York, je crois. En plus de New York. New York, c'est normal, parce que c'est l'état d'origine, donc il y a une sorte de... Il y a en fait une prime au candidat à New York, une prime au candidat à la vice-président, c'est dans l'Arkansas. Voilà. Son candidat, son voilà. colistier est sénateur de l'Arkansas. Donc voilà, donc le succès, enfin le succès entre guillemets, la non-déconfiture de Al Smith est plus dû à son colistier qui provenait des territoires sudistes des États-Unis plutôt que de la personnalité d'Al Smith qui lui, visiblement, ne triomphe que à New York. Oui, c'est ça. Le colistier Robinson. Smith, Robinson lui ramène pour l'essentiel les votes des États du Sud-Est. Donc c'est-à-dire, mais que ce soit en vote populaire ou en vote au niveau des délégués. Donc il gagne, comme tu l'as dit, l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, la Géorgie, la Caroline du Sud, avec respectivement 9 délégués en Arkansas, 10 en... c'est 9 délégués en Arkansas, 10 en Louisiane et dans le Mississippi, 12 en Alabama, 14 en Géorgie, 9 en Caroline du Sud, et puis l'État de New York. Voilà pour la répartition. Tout le reste des États-Unis est gagné, donc ça fait une quarantaine d'États qui sont gagnés par le futur président Hoover. Pour entrer dans le détail des micro-candidatures, on a juste parlé du socialiste Thomas, il y a quelques autres candidats, il y a un candidat communiste, William Foster des Massachusetts, c'est à peu près 0,10% des voix. En fait, on a deux candidats socialistes. Il y a aussi un candidat qui s'appelle Vern Reynolds du Socialist Labour Party, qui est un petit parti socialiste, et candidat du Michigan, 0,06% des voix. William Varney du candidat, là c'est amusant, du Prohibition Party. Donc il y a des candidats aussi qui sont pour la prohibition. Il y a plein de petits partis catégoriels, dont un parti sur la prohibition. Eh bien, ce candidat prohibitionniste rassemble 20 000 suffrages, 0,05% des voix. Il vient de New York. On a un candidat qui est un fermier du Farmer Labour Party, Frank Webb, en Californie. 0,02% des voix et 6400 suffrages. Et là, le plus étonnant, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a encore, a priori, d'autres candidats qui arrivent à rassembler 320 voix. Alors, naturellement, 320 voix, c'est moins de 0,01% des suffrages. Mais retenez pour l'essentiel que Hoover et Smith rassemblent à eux deux plus de 99% des suffrages et que Hoover dépasse Smith de quasiment 6,5 millions de voix pour toutes les raisons que nous avons évoquées, et que Smith véritablement sauve la mise, entre guillemets, grâce à son colistier et grâce à la complémentarité, on l'a vu, entre candidat à la présidence et candidat à la vice-présidence.
Donc voilà pour le sort du premier candidat membre d'un des grands partis, présenté par un des grands partis américains, le candidat Al Smith. Premier candidat catholique. Premier candidat catholique, puisque rappelons qu'il y avait, avant 1928, des candidats qui avaient été présentés par des partis un peu plus minoritaires que le Parti démocrate ou le Parti républicain. Mais là, Al Smith est le premier. Avec donc un échec en 1928, un cuisant échec. On peut quand même, sans formuler de jugement de valeur, l'échec est quand même retentissant. L'expérience sera renouvelée par le Parti démocrate en 1960 avec une issue plus favorable, puisque John Fitzgerald Kennedy sera élu à la présidence des États-Unis, et ce sera donc le premier président catholique romain à être investi de cette fonction. Donc voilà pour cette élection présidentielle de 1928, très méconnue en France, très méconnue également puisque c'est un sujet qui est propre aux États-Unis et que l'historiographie française n'a absolument pas fait de grandes recherches exhaustives sur le sujet. Donc ce qui nous a forcé à nous faire bilingues pour justement consulter toutes les informations en anglais qui pouvaient y avoir sur ce sujet. Donc j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette élection qui vont au-delà d'une étiquette religieuse d'un candidat, qui englobe véritablement une thématique qui est la thématique de l'entre-deux-guerres, même dans un continent qui n'a pas subi la guerre comme les États-Unis. Et nous aurons plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Voilà, on espère que cette émission sur l'élection de 1928 aux États-Unis vous a plu et on se retrouve donc d'ici 15 jours sur Fréquence Histoire. Merci de votre écoute. Merci, au revoir.